qui est le fibrome utérin. Donc, alors, le fibrome utérin, d'abord, il faudrait savoir que c'est une tumeur bénigne, la plus fréquente de la femme. Elle peut survenir à n'importe quelle période de l'activité génitale, mais surtout sa fréquence augmente après 35, entre 35 et 40 ans. C'est une pathologie qui est très, très fréquente. Et ça reste une des premières indications de l'hystérectomie chez la femme en pré-ménopause. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Alors, la classification des fibromes, je préfère vous passer directement les schémas pour que vous compreniez. Voilà, ça c'est une classification ancienne. On classait les fibromes avant comme ça. On a l'hémiome intracavitaire, d'accord, ou ce qu'on dit ici sous-muqueux, qui est carrément dans la cavité utérine. Vous avez les fibromes sous-muqueux, ceux qui viennent dans le muscle utérin, et vous avez les myomes sous-séreux, ceux qui sortent un petit peu de l'utérus. Et chacun de ces fibromes a sa propre symptomatologie. Par exemple, le myome intracavitaire va saigner beaucoup plus. Vous n'allez pas poser un diagnostic d'un myome sous-muqueux, ou ce qu'on appelle les intracavitaires, à 6 ou 7 cm. C'est impossible. Au bout de 3-4 cm, il fait tellement saigner qu'il va donner de l'anémie, etc., que la femme va venir consulter. Par contre, un sous-stéreux, oui, vous pouvez poser un diagnostic tardivement jusqu'à 8 ou 10 cm, ça va être peut-être la sensation de pesanteur ou de douleur qui va ramener la patiente à consulter. Ça, c'est l'ancienne classification. Maintenant, il y a une nouvelle classification qui a été établie par la FIGO en 2011, qui a été réactualisée en 2016 ou 2017, et c'est ça qu'on est en train de l'utiliser. Voilà, maintenant, on ne parle plus de myome intracavitaire, non, on parle de myome de type 0, de type 1, de type 2, de type 3, de type 4, de type 5, de type 6 et de type 7. Et voilà cette photo, j'espère que vous la voyez mieux. Donc, vous voyez par exemple un myome de type 0, c'est un myome qui est strictement intracavitaire. Un myome de type 1, il a plus de 50% dans la cavité et moins de 50% dans le muscle. Un type 2, il a plus de 50% dans le muscle, moins de 50% dans la cavité. Un type 4, il est carrément dans le muscle utérin. Un type 7, il est carrément à l'extérieur. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que cette classification s'est très bien développée? Parce qu'on fait maintenant beaucoup d'échographies 3D en gynéco et qui nous permet bien sûr de faire cette classification et de dire, maintenant, on ne communique plus sur le compte rendu, présence d'un myome intracavitaire. Non, 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 on ne dit plus ça. Vous dites présence d'un myome type 0, présence d'un myome type 1, type 2, etc. etc. Alors, l'éthiopathogynie, donc là, je vais résumer les choses en deux mots. Pourquoi on fait un fibrome utérin? Parce que toujours notre fameuse histoire, l'hyperœstrogénie. Quand vous faites un terrain d'hyperœstrogénie, vous allez entraîner un développement beaucoup plus important des fibres musculaires qui peuvent s'organiser en nodules myomateux et développer ces fameux fibromes. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, mais c'est surtout cette hyperœstrogénie. Alors, les autres facteurs épidémiologiques, c'est l'âge d'abord, d'accord. Il n'y a pas eu d'études spécifiques, mais on sait maintenant que c'est une pathologie qui est beaucoup plus importante chez la femme aux alentours de 40 ans. Les variétés ethniques, on sait que les femmes qui sont de race noire font plus de fibromes que les femmes qui sont de race blanche. Les antécédents, bien sûr, puisqu'elle a des antécédents familiaux de fibromes utérins, on aura, bien sûr, la femme, si elle a une mère et une sœur qui a été traitée pour des fibromes, c'est-à-dire qu'ils ont été sur des terrains d'hyperœstrogénie, la même chose. Le poids. Pourquoi le poids? Parce qu'on le sait très bien. Plus la femme est en excès de poids, plus les androgènes vont se transformer en oestrogènes au niveau du tissu adipeux périphérique et on aura une hyperœstrogénie, bien sûr, et on aura des fibromes qui vont se développer. La contraception, est-ce que la contraception, certains contraceptifs favorisent ou accélèrent l'apparition des fibromes? Oui. Lesquels? Les microprogestatifs. Vous savez, les microprogestatifs, si vous vous souvenez bien de votre stage d'internat, les microprogestatifs, on les donne beaucoup plus aux femmes qui allaitent. D'accord? L'allaitante. Pourquoi? Parce que le microprogestatif n'a pas d'action centrale, il a une action périphérique, d'accord? Et il n'intervient pas sur la quantité et la qualité du lait maternel et on laisse comme ça la femme allaiter.
Ces microprogestatifs, comment ils fonctionnent? Les microprogestatifs, la première phase du cycle menstruel se développe normalement. Il y a une sécrétion d'oestrogène. Sauf que le pic de LH ne se fait pas, donc il n'y a pas de pic de LH. Il n'y a pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. S'il n'y a pas de corps jaune, il n'y a pas de progestatif en deuxième phase. Et vous allez vous retrouver dans un climat d'hyperostrogénie. C'est pour cela que la microprogestative est une contraception qui est destinée à, pour des courtes périodes. Alors, comment qu'on va poser le diagnostic? Qu'est-ce qui va ramener la patiente à consulter? C'est très simple. Le premier motif de consultation, ce sont les saignements anormaux. Ce sont soit des ménorrhagies, soit des métrorragies, soit l'association des deux, c'est les ménométrorragies. Là, les définitions doivent être claires. Les ménorrhagies, c'est quoi? Ce sont des règles abondantes en intensité et en fréquence. C'est-à-dire, je m'explique. Quand une femme a son cycle normal, elle a des cycles pendant 5-6 jours. D'accord? Avec une fréquence de change de 3 fois par jour, par exemple. Maintenant, si une femme vient vous dire, hop, moi j'ai des règles pendant 8 jours, je me sens 6 fois par jour. Ça, c'est des ménorrhagies. Si maintenant la femme saigne en dehors des règles, elle a ses règles, après tout rentre dans l'ordre et 4, 5, 6 jours après, elle commence à ressaigner. Ça, c'est des métrorragies. C'est des saignements en dehors de la période des règles. Elle peut avoir l'association des deux. Ça devient des ménométrorragies. Ça, c'est le premier motif de consultation. Elle viendra vous voir parce qu'elle fait des ménorrhagies ou parce qu'elle fait des métrorragies ou parce qu'elle fait des ménométrorragies. Deuxième motif de consultation, c'est quoi? C'est la pesanteur et les signes de compression. Si tu as un fibrome qui se développe en antérieur, il va comprimer beaucoup plus la vessie. La femme viendra vous voir, pas parce qu'elle a un fibrome, elle va vous voir parce qu'elle vous dit, j'ai des pollakiuries, moi je n'arrête pas d'uriner, je rentre toutes les heures aux toilettes, c'est pas possible. Est-ce que les urines, ça vous brûle? Non, ça ne brûle pas, c'est pas. Donc, il n'y a pas de signe infectieux, mais il y a une compression. Quand vous allez examiner, vous allez trouver un myome qui comprime la vessie. Ou bien vous allez voir que la femme viendra vous voir parce qu'elle est tout le temps constipée, elle a des troubles du transit. C'est un fibrome qui est postérieur, qui comprime. Ou bien parfois la femme a des douleurs au niveau des membres inférieurs. C'est les myomes du ligament large qui donnent des compressions. Donc, premier signe, c'est les troubles du cycle, ménorrhagie, métrorragie ou ménométrorragie. Deuxième signe, c'est la douleur et la compression, soit en antérieur la vessie, soit en postérieur le rectum, soit latéralement les vaisseaux et les nerfs. Troisième circonstance de découverte, c'est pour une infertilité. La femme vient vous voir, moi, voilà, je désire une grossesse, j'arrive pas à faire de grossesse, tout ça. Et quand vous examinez, vous allez trouver un fibrome. Et puis, il y a les découvertes fortuites lors d'un examen clinique faux pour une autre raison. Et puis, il y a les complications. Des fibromes schwannomas, c'est la torsion, la nécrobiose septique et aseptique qui peuvent être révélatrices de fibromes. L'examen clinique, l'inspection abdominale, parfois tu as carrément de grosses boussures et ça, vous allez les voir, les grosses boussures, chez les jeunes filles. D'accord? Et quand c'est des fibromes sous-séreux alors, ils ne se manifestent pas par des saignements, mais ils vont prendre du volume dans l'abdomen et la jeune fille va venir vous voir parce qu'elle a une grosse masse au niveau du ventre et ça, c'est des fibromes. L'examen clinique, donc, le spéculum, qu'est-ce qu'il va vous montrer? L'aspect du col et vous confirmer que le saignement est endo-utérin. Le toucher vaginal qui va montrer un utérus qui est augmenté de taille, qui est à surface bosselée, qui est de consistance dure, grénitante, et c'est ça le diagnostic de fibrome. Alors, les examens complémentaires. L'examen complémentaire de choix, c'est l'échographie qui va vous montrer le diagnostic de ces fibromes qui sont des tumeurs qui sont d'échogénicité isomyométriale, qui ressemblent au muscle utérin. Alors, cette échographie, elle peut être faite par voie transabdominale ou transvaginale, vous allez voir. Alors, sinon, maintenant, il y a l'IRM mammaire aussi qui vous permet de poser le diagnostic, surtout quand il y a un diagnostic différentiel qui se fait avec l'adénomiose. Alors, d'autres examens complémentaires, avant de parler de l'hystérosono, on parlera de l'hystéroscopie. Alors, l'hystéroscopie qui est un examen endoscopique par caméra qui va passer carrément à l'intérieur de la cavité utérine en surdistanciant cette dernière avec du sérum salé et vous allez poser le diagnostic direct des myomes intracavitaires. D'autres examens, l'hystérosonographie, par contre là, vous remplissez la cavité utérine avec du liquide et vous allez voir les fibromes qui vont se dessiner. Alors,
L'IRM, donc l'IRM, bien sûr, on ne pose pas cet examen complémentaire, on ne demande pas cet examen complémentaire pour poser le diagnostic de fibrome. Là, c'est quand même assez lourd. Non, l'IRM, on va la demander quand nous avons des problèmes de diagnostic différentiel avec l'adénomiose ou quand on a l'association d'autres pathologies type endométriose et kyste endométriosique et fibrome utérin. Voilà quelques images qui vous montrent bien sûr des myomes à l'intérieur de la cavité utérine. Ça, c'est après l'intervention, après la résection. Voilà l'aspect du myome à l'intérieur de la cavité utérine. Là, vous avez à gauche de l'écran, vous avez un myome de type 1 qui occupe de type 0 qui occupe carrément toute la cavité. Et à droite, c'est un myome de type 2 où vous avez juste une petite partie qui rentre dans la cavité et l'autre, elle est au niveau du muscle utérin. Alors, quelles sont les complications des fibromes? Donc, si vous ne traitez pas ou si vous ne l'opérez pas, il va faire quoi? Ben, il va continuer à saigner, d'accord? Et s'il continue à saigner, ça va donner les hémorragies, ça va donner des anémies et tout. Lesquels vont continuer à saigner? Ce sont surtout les intracavitaires, ce qu'on a appelé les types 0, les types 1 et les types 2. Ils risquent de d'abord saigner beaucoup, ils risquent de s'infecter parce qu'ils sont en communication directe avec la filière génitale basse. Donc, entre le col, le vagin et l'intérieur de l'utérus, les germes peuvent monter et entraîner une infection de ces fibromes. Et ça donne ce qu'on appelle la nécrobiose septique. Donc, la femme va venir consulter dans un tableau de syndrome douloureux pelvien, hein, ou bien l'anémie, deuxième complication. Donc, les myomes interstitiels qui sont dans le muscle utérin, ils vont compliquer comment? Ils vont compliquer beaucoup plus par des hémorragies et une infertilité. Et les myomes qui sont dans l'abdomen, c'est-à-dire les sous-séreux, ils risquent de compliquer par torsion, par nécrobiose septique et par compression des organes de voisinage. La transformation carcinogène est très, très, très exceptionnelle. Alors, le traitement. Nous avons ici deux volets. Nous avons le traitement médical et nous avons le traitement chirurgical. Alors, le traitement médical. Donc, sachant que ce fibrome s'est développé sur un terrain d'hyperœstrogénie, c'est-à-dire hyperœstrogénie relative. Relative par rapport à quoi? Par rapport à une sécrétion insuffisante en progestatif. Donc, il faut ramener des progestatifs. Donc, si la femme n'est pas désireuse de grossesse, il faut donner des progestatifs juste entre le 16e et le 25e jour du cycle et corriger une éventuelle anémie. Si maintenant elle ne désire pas de grossesse et il faut associer un souci contraceptif, vous pouvez utiliser ce progestatif du 5e au 25e jour du cycle. Comment qu'on utilise ce progestatif? Ce progestatif, vous pouvez l'utiliser par voie orale, type par exemple nomégestrol, type luténil, type lutéran, jamais, plus jamais d'orgamétryl. On donne plus d'orgamétryl maintenant. D'accord, on pourra en parler tout à l'heure sur les questions. Sinon, vous pouvez utiliser un dispositif intra-utérin qu'on appelle le Mirena, qui est un dispositif hormonal qui va libérer la progestérone d'une manière continue qui a une durée de vie de 5 ans. Donc, vous allez placer ce stérilet, d'accord, qui va jouer un double rôle. Un, il va jouer le rôle de contraception. Deux, il va jouer le rôle de traitement du fibrome. Ça, c'est différents traitements médicaux. Alors, les traitements chirurgicaux maintenant. Alors, traitements chirurgicaux. Donc, soit on opte pour un traitement chirurgical conservateur, c'est-à-dire uniquement une myomectomie chaque fois que la patiente elle est jeune. D'accord? Et je vais dire tout à l'heure, ça veut dire quoi jeune? Une patiente qui est jeune et qui désire encore une grossesse ou qui refuse l'hystérectomie. Parce que moi, quand j'ai fait mes études, alors en 90, une femme au-delà de 40 ans, à partir de 40 ans, n'était plus considérée comme étant une femme jeune et on passait directement à l'hystérectomie. Maintenant, non. Maintenant, jusqu'à 48 ans, si la femme refuse l'hystérectomie, vous êtes obligé d'aller sur un traitement conservateur type myomectomie. D'accord? Donc, on peut faire uniquement des myomectomies. Donc, on enlève uniquement les fibres. Alors, comment on peut enlever ces fibres? Ces fibres, on peut les enlever de plusieurs façons différentes. Un, si le myome est intracavitaire, type 0, type 1, type 2, on les enlève par hystéroscopie. C'est une hystéroscopie opératoire. On rentre dans cet utérus, on voit le myome et on va le réséquer partie par partie jusqu'à l'enlever complètement. L'avantage, c'est quoi?
la durée d'intervention, d'accord? Le post-opératoire, une journée d'hospitalisation, pas d'ouverture, rien du tout. Ah. Alors, les myomes intracavitaires. Les myomes sous-séreux et intramusculaires, on peut les enlever soit par célioscopie, soit par laparotomie. Par célioscopie, la condition, il faut qu'il y ait moins de 3 fibromes ne dépassant pas 7 cm, parce qu'il y a le risque hémorragique. Sinon, on fait une laparotomie. Donc, on fait un traitement conservateur, myomectomie, par hystéroscopie, par célioscopie ou par laparotomie. Et on va opter pour un traitement chirurgical radical type hystérectomie chaque fois qu'on a une patiente qui dépasse 45 ans, que les myomes sont multiples, d'accord, et qu'il y a un retentissement sur l'état général, c'est-à-dire l'anémie. Et là, on va faire une une hystérectomie. Donc, les indications, pourquoi on opère un myome, pourquoi on n'opère pas d'autres? Alors, le myome, vous l'opérez quand il donne des complications type anémie, quand il donne des complications type compression, quand il augmente de volume au-delà d'une grossesse de 3 mois, et quand il donne des complications de compression ou d'infection septique ou aseptique. Ce sont les indications opératoires. Traitement chirurgical, traitement radical. Maintenant, même quand on fait des hystérectomies, on fait des hystérectomies par voie, beaucoup plus par voie basse. On n'en fait plus beaucoup d'hystérectomies par voie haute. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la voie basse était la voie royale qui permet un retour à l'activité professionnelle ménagère très rapidement. Au prix, il n'y a pas de cicatrice abdominale, il n'y a rien du tout. On peut faire aussi une hystérectomie, parfois célioscopique. Kima, le traitement conservateur, on peut faire des myomectomies, myomectomie sous hystéro, myomectomie sous célio, myomectomie par laparo. La même chose, l'hystérectomie, on peut faire une hystérectomie par voie basse, une hystérectomie par voie haute, une hystérectomie célioscopique. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives thérapeutiques? Oui, il y en a d'autres. Par exemple, dans les pays européens, ils peuvent emboliser. Emboliser, ça veut dire quoi? Allez, boucher les artères qui sont en train de nourrir ce fibrome. Il va se taire. Ou bien, faire aussi ce qu'on appelle les analogues à la GnRH. Ce sont des injections qu'on donne à 3 injections de décapeptide 3,25 pendant 3 mois, d'accord, qui entraîne pratiquement une castration, qui coupe la communication entre le cerveau et l'utérus, et ça permet à ces fibromes de régresser. Donc, alors, qu'en est-il de la fertilité et fibromes? Oui, il y a certains fibromes qui retentissent considérablement sur la fertilité. Ce sont les fibromes de type 0, de type 1 et de type 2. D'emblée, on les opère. Les fibromes de type 3 peuvent aussi entraîner des perturbations de l'endomètre et diminuer la réceptivité de l'endomètre à la grossesse, et ils sont d'indication opératoire. Par contre, les myomes qui sont sous-séreux, les types 5, les types 6, les types 7, n'ont aucun retentissement sur la grossesse, et il ne faut pas aller courir les opérer parce que ça ne change rien. Au contraire, ça peut aggraver la fertilité, d'accord, en créant des adhérences tubopéritonéales post-opératoires, parce que la myomectomie est une intervention qui est très adhésiogène. Ça donne beaucoup d'adhérence. Il ne faudrait pas aller opérer n'importe quoi. D'accord? Donc voilà, là, j'ai déjà fait ça, une revue de littérature. Je vais vous envoyer tout ça si vous voulez lire. Mais tout ça, on l'a dit, différents traitements chirurgicaux. Donc, si on devait conclure ici, on dirait que le fibrome utérin est une pathologie qui est très, très fréquente, surtout aux alentours de 40 ans. D'accord? Un des motifs de consultation, c'est les troubles du cycle, les ménorrhagies, les métrorragies ou les ménométrorragies, les douleurs pelviennes, la sensation de pesanteur. L'examen clinique montre un utérus qui est augmenté de taille à surface bosselée et dure. L'échographie permet de poser le diagnostic, surtout le diagnostic positif et le diagnostic topographique des fibromes. Vous n'avez plus le droit de dire présence d'un fibrome utérin. Vous devriez dire présence d'un fibrome utérin. De quel type? Est-ce que de type 0, de type 1, de type 2 jusqu'à le type 7, pour que les gens qui vont opérer sachent où est-ce qu'ils vont se retrouver, d'accord? Les autres examens complémentaires type hystéroscopie permettent d'aider au diagnostic des myomes intracavitaires. L'IRM, elle est là pour faire la cartographie dans le cas où il y a une lésion d'adénomiose ou d'endométriose associée. Le traitement, quand il n'y a pas d'indication opératoire, il faut un traitement hormonal à base de progestatif pour pallier cette insuffisance. Le Mirena, qui est un dispositif intra-utérin au niveau lorgestrel,
peut vous régler le problème. Les indications opératoires, on peut faire une myomectomie, soit par hystéroscopie, soit par stéréoscopie, soit par laparotomie. Au-delà de 45 ans, c'est des femmes qui ont terminé leur projet parental sur des utérus polymyomatoires. On fera des hystérectomies, soit par voie basse, soit par voie haute, soit par voie stéréoscopique. Voilà, on pourra passer aux questions. Sima. أجيتونا كيفاش ندخلوا في الكيسيون ها أجينا ولا Voilà. Alors, c'est bon? On peut commencer les questions? Oui, professeur. Alors, donc, première question, fibrome prise grossesse va être traité après l'accouchement. Oui, alors si vous avez des fibromes plus grossesse, vous laissez la grossesse évoluer jusqu'à terme. Donc, vous faites votre accouchement, que ce soit par voie haute ou par voie basse. Vous ne touchez pas aux fibromes si vous faites une césarienne. On ne touche pas aux fibromes. Ça risque de créer des hémorragies, sauf si vous êtes vraiment bien entraîné, sinon vous ne touchez pas. Et vous restatuez 3 mois après l'accouchement. Et vous, parce que le fibrome augmente de taille pendant la grossesse, la grossesse. Donc, ça ne veut pas dire que tu avais un fibrome de 6 cm à 5 mois de grossesse, c'est qu'après l'accouchement, tu vas le trouver 6 cm. Non, après l'accouchement, il peut redescendre à 2-3 cm. Il est type 4 ou là, il n'est pas opérable. Vous la laissez tranquille cette femme. Vous n'allez pas courir et l'opérer. Quelle différence existe-t-il entre un fibrome nécrosé et un fibrome calcifié? Oui, non, c'est pas la même chose. Les fibromes calcifiés, généralement, c'est des fibromes que vous allez voir après la ménopause. C'est des fibromes qui sont silencieux. Généralement, vous allez les découvrir pour une échographie. Quand vous faites une échographie pour un autre motif, tu vas trouver un petit myome qui est tout à fait blanc à l'intérieur. C'est un myome calcifié ancien, vous ne le touchez pas. Le fibrome nécrosé, non, le fibrome, la nécrobiose aseptique, c'est une infection du fibrome qui nécessite un traitement médical dans un premier temps et chirurgical après. Alors, un mot sur la nécrobiose aseptique et la grossesse. Ah oui, là, c'est très difficile. Quand vous avez des nécrobioses aseptiques et grossesse, vous serez parfois même emmené à opérer le fibrome pendant la grossesse et on risque même de perdre la grossesse fait le cas. Alors, comment on traite par microprogestatif alors que ces microprogestatifs créent un climat d'hyperœstrogène? Non, 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 non. Je n'ai pas dit qu'on traitait avec des microprogestatifs. J'ai dit qu'on traitait avec des progestatifs. C'est-à-dire, je voulais dire des macroprogestatifs. Alors, les progestatifs, il y a deux familles. Il y a les microprogestatifs qui sont Cerazette, Microval, ou il y a les macroprogestatifs qui sont le luténil, le lutéron, le nomégestrol. Donc, ce n'est pas la même chose. Les microprogestatifs créent un climat d'hyperœstrogénie. C'est une contraception qui est destinée surtout pour préserver l'allaitement. Les macroprogestatifs sont ici pour traiter le déficit en progestérone quand on en a besoin. Donc, ce n'est pas la même chose. Hein. Différence entre stérilité et infertilité. Ça, c'est quoi cette question? Différence entre stérilité et infertilité. Je vais reposer votre question. Alors, je vais monter en haut. Ah, stérilité, infertilité. Ah, c'est différent entre stérilité. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, sauf que maintenant quand on ne parle pas beaucoup de. Attends, je suis remonté très haut. Hein. Le mot stérilité, ça dérange un petit peu. On ne l'utilise pas beaucoup. On utilise le mot infertilité. Alors, le mot infertilité, on dit hypofertilité. D'accord? Hypofertilité, quand vous avez une femme qui consulte au bout de 6 mois, 8 mois de mariage, on ne peut pas dire qu'elle est infertile, on dit que le couple est hypofertile, il n'est pas infertile. Maintenant, au-delà de 1 an, on peut dire que ce couple est infertile, mais on ne dit pas stérile parce que ça fait un peu méchant comme terme. Alors, attends, je reviens. Là, je suis remonté très haut. Alors, je vais avancer, diagnostiquer ça. Lorsqu'on parle de prostatisme médicament bien. Ça prête à confiance, ça. OK, ça répondez عليهم. répondez عليهم. C'est bon. Donc, je descends un peu. Alors, fibrome, ça y est. Alors, un mot sur la nécrobiose, c'est bon. Différence en stérilité et infertilité, c'est bon. Alors, chez la femme enceinte avec un fibrome et que ce dernier va augmenter de plus en plus de volume,
est-ce qu'on sera obligé d'interrompre la grossesse? Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'interrompre la grossesse. On est peut-être amené à opérer le fibrome pendant la grossesse. Moi, j'ai dû opérer 2 ou 3 fibromes pendant la grossesse, pas beaucoup. C'est des fibromes qui sont de très, très grande taille. C'est des fibromes qui font les 15-20 cm de diamètre, qui compriment la grossesse, qui donnent un effet de pesanteur très important. Donc, il y a une technique particulière pour opérer ces fibromes. Mais non, on n'interrompt pas la grossesse. Non, on opère beaucoup plus les fibromes. Comment traiter une femme enceinte qui a un fibrome et qui se présente aux urgences pour complications? Eh ben, quel type de complications? Si c'est un fibrome sous-séreux qui est en torsion, il faut l'opérer. Si c'est un fibrome qui est en nécrobiose, il faut mettre sous antibiotiques avec déficit de glace et ça diminue la douleur. Si vous êtes au-delà de 4 mois de grossesse, vous pouvez donner des anti-inflammatoires qui donnent de très bons résultats. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'opérer tout le temps. Le fibrome est un risque de passer. Non, le fibrome généralement ne dégénère pas. Un mot sur la nécrobiose aseptique et conduite à tenir. Donc, la nécrobiose aseptique, grosso modo, c'est des fibromes qui ne reçoivent pas la même quantité de sang exigée pour les nourrir. Ils peuvent s'infecter. Ça donne un syndrome douloureux pelvien. Si vous êtes en dehors de la grossesse, c'est qu'il faudrait opérer. Alors, c'est mentionné que le tabac a un effet anti-œstrogène avec diminution du risque de fibromes. Comment peut-il alors un facteur de risque de cancer du sein? Ça prête à confusion. Chauffe. Arrêtez de couper le cheveu en quatre. Là, on sait que le tabac favorise la survenue des cancers. Cancer du sein, cancer du poumon, cancer du col, ça, c'est admis par tout le monde. D'accord? C'est que moi, j'ai vu une publication dernièrement que les gens qui fument sont moins atteints de COVID-19. Et ça veut dire quoi? Pour ne pas faire un COVID-19, je vais allumer une cigarette ou quoi? C'est pas logique. On sait que le tabac est nocif pour la santé. Ça, c'est admis par tout le monde. Alors qu'il a un effet anti-œstrogène ou qu'il diminue le risque de fibromes. Ouais. Alors, on ne va pas mourir d'un fibrome, mais on va mourir d'un cancer du sein à côté. Non, ça, non. Alors, des métrorragies avec une échographie normale chez une jeune fille qui n'est pas mariée et qui refuse une hystéro à minima, quelle attitude doit-on adopter? Bah, écoutez, une jeune fille qui saigne, ce n'est pas obligatoirement un fibrome. Elle peut saigner parce qu'elle a des polypes, elle peut saigner parce qu'elle a de l'adénomiose, elle peut saigner parce qu'elle a un kyste ovarien sécrétant, elle peut saigner parce qu'elle fait une dystrophie ovarienne. D'accord? Donc, il faut l'investiguer dans d'autres choses. Ce n'est pas une femme qui saigne, métrorragie n'est pas égal fibrome utérin. Une jeune fille qui saigne, il faut aller chercher tout cela et aller parfois sur des hystéros, sur des hystéroscopies. Oui, on fait des hystéros à minima, sans virginité, sans la virginité, sans rien du tout. Chauffe le switch, d'accord? Alors, myome et fibrome, c'est la même chose. Fibrome et myome, c'est la même chose, c'est le même terme. Alors, est-ce que les injections donnent des bons résultats et annulent l'indication chirurgicale? Alors, René, annule l'indication chirurgicale, oui et non. Ça dépend. C'est-à-dire que si vous allez vous retrouver chez une femme, par exemple, qui a un myome assez symptomatique et qui est aux alentours, par exemple, de 47-48 ans, oui, vous pouvez donner de la GnRH, bien sûr, et ça va la faire entrer dans une ménopause médicamenteuse, si vous voulez, et annuler l'indication opératoire. Ça, c'est possible, mais c'est très rare. Mais généralement, quand on donne des analogues à la GnRH, ça veut dire que nous devrions réduire la taille du fibrome pour aller opérer dans un deuxième temps un traitement à minima. Je vous explique. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une jeune dame qui vient, elle a 35 ans, elle vient de se marier, mais elle dit, tu fais que tout le cas du je sais. Hop, vous faites votre échographie, vous tombez sur un fibrome intracavitaire qui fait 5 cm de diamètre. Tu sais très bien que ce fibrome n'est pas opérable sous hystéroscopie. C'est dangereux. Et le fibrome sous hystéroscopie, c'est 3-4 cm, pas plus. D'accord? Sinon, tu vas opérer en 2 temps. Sinon, ça va trop saigner, à des complications. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes des GnRH pendant 3 mois. Tu réduis la taille de la tumeur. Tu vas passer de 6 à 3 et tu opères dans un deuxième temps à 3. D'accord? Donc, les GnRH, ça n'annule pas tout le temps l'intervention chirurgicale.
bien fibrome هذه répondez عليها. Pourquoi l'orgamétrie est contre-indiquée? Ah ben l'orgamétrie est contre-indiquée. Je vais te dire une chose, quand tu pars à l'étranger, l'orgamétrie c'est un produit c'est un médicament qui est produit par Organon. D'accord? Alors c'est allemand, c'est le laboratoire Bayer. Donc quand vous partez en Allemagne ou que vous partez en France, rentrez dans une pharmacie, demandez-lui de l'orgamétrie. Il va vous dire que ce produit, je ne le connais pas, il n'est pas commercialisé chez nous. Ça n'existe pas l'orgamétrie dans les pays européens, mais ça existe dans les pays africains. Alors l'orgamétrie, il est générateur d'un certain type de cancer du sein de par les modifications qu'il peut entraîner au niveau du sein. Donc, si on a, chez nous, si on a beaucoup de cancers du sein, c'est des femmes qui sont jeunes, et l'orgamétrie qui est incriminée dans cette histoire. Donc, plus d'orgamétrie, s'il vous plaît. Alors, un fibrome asymptomatique peut-il du jour au lendemain? Oui. Alors, vous me dites, un fibrome asymptomatique peut-il devenir du jour au lendemain symptomatique? Oui, ben oui. S'il augmente de taille, si tu vois aujourd'hui un myome intramural qui fait 3 cm, c'est vrai qu'il ne fera rien du tout, mais demain, il va pousser, il va faire 5 cm, il va se propager vers la cavité utérine, automatiquement, ça va faire saigner. Alors, définition d'une ménorrhagie, donc fonctionnelle, et des ménorrhagies sont donc d'origine mécanique. Définition du... Là. Alors, les définitions sont simples. Il y a les ménorrhagies, il y a les métrorragies, il y a les ménométrorragies. Les ménorrhagies, ce sont des règles abondantes, d'accord, en intensité et en fréquence. Métrorragie, c'est des règles qui sont en dehors, qui surviennent en dehors c'est des saignements qui surviennent en dehors des règles. Les ménométrorragies, c'est l'association des deux. Ces signes peuvent être soit le fait d'une pathologie organique, type par exemple fibrome, adénomyose, polype, mais ils peuvent être aussi l'origine d'une pathologie fonctionnelle. Par exemple, je cite un exemple, tu prends une fille de 16 ans qui peut saigner à flot, ça c'est des ménorrhagies fonctionnelles ou des métrorragies fonctionnelles ou des ménométrorragies fonctionnelles qui sont en rapport avec une immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien qu'il faut traiter séparément. D'accord? Donc, ce qui est fonctionnel et ce qui est organique c'est lié à une pathologie bien déterminée, palpable, fonctionnel c'est lié à une pathologie qui n'est pas palpable. À quoi est due la nécrobiose d'un fibrome et quelles peuvent en être les conséquences? Bon, j'ai répondu à cette question. Est-ce que le fibrome est une indication à l'accouchement par voie haute? Non. Non. Si le fibrome est en situation prévia, c'est-à-dire qu'il vient avant la grossesse, avant la présentation, oui. S'il pose des problèmes, oui. Mais s'il pose aucun problème, là, il faut et tout. Non. Vous faites votre accouchement le plus normalement du monde. Est-ce que le SOPK est considéré comme un climat d'hyperostrogénie? Bien sûr, le SOPK, c'est un climat d'hyperostrogénie. Pourquoi des femmes préconisent la même molécule de contraception sans ordonnance renouvelable de 3 mois? Et est-ce que cette stratégie est correcte ou au moins il faut un contrôle avec un contrôle? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est le gros problème de nos femmes algériennes. Elles prennent la contraception sans indication médicale, d'accord? Alors que la contraception, chaque femme a sa propre contraception. Chaque femme doit faire une consultation avant de prendre un produit contraceptif, d'accord? Et ce produit contraceptif doit être renouvelé dans un premier temps tous les 3 à 6 mois et après, il doit être renouvelé au moins annuellement avec une consultation, avec un frottis, avec un examen des seins, avec un bilan lipidoglycémique. Le fibrome et l'accouchement, présentation dystotique prématurité. Oui, il y a des fibromes, bien sûr, que quand il y a des fibromes qui se développent vers le bas, ce qu'on appelle les fibromes prévia, qui viennent avant la présentation, oui, ça va automatiquement entraîner des présentations dystociques qui nécessitent un accouchement par césarienne. Laissez-moi brancher la batterie, s'il te plaît. Qui nécessite un accouchement par césarienne. D'accord? La prématurité, pas exceptionnellement, hein, parce que c'est exceptionnel pourtant, pardon, ce que je voulais dire, parce que certains types de fibromes entraînent des petites compressions. Généralement, quand on a ce risque, on fait un cerclage durant le premier trimestre. Alors, comment peut-on différencier un fibrome d'un polype utérin? Ce n'est pas le même aspect. Le fibrome, il a une forme ronde, il est d'écogénicité isoméliométriale, il ressemble au fibrome.
il ressemble plutôt au muscle utérin, alors que le polype, il est beaucoup plus allongé, il est muqueux et il ne ressemble pas au fibrome. Pourquoi un fibrome saigne? Eh ben, il saigne parce qu'il augmente la zone d'insertion de il augmente la cavité utérine. D'accord? Parce que les règles, c'est quoi? Les règles, c'est une desquamation de l'endomètre de l'utérus. Quand l'utérus a un volume X, donc il y a un saignement X, quand la cavité utérine a un volume de 2X, elle saignera 2X. C'est la capacité enfin, c'est la taille de l'utérus. Quand tu as un fibrome de type 7 chez une femme de 35 ans désire une grossesse avec signe compressé. Donc, s'il y a des signes de compression, il faut l'enlever. S'il n'y a pas de signe de compression, ne le touche pas. S'il n'y a pas de signe de compression, vous ne le touchez pas. Si maintenant il y a des signes de compression, vous l'opérez. Et ça, le type 7, on l'opère sous célioscopie. Ce n'est pas la peine d'enlever. Ce n'est pas la peine d'ouvrir. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà. Merci, merci. Bon, je vous remercie, il n'y a pas de souci. C'est tout. Alors, Normalement, on a répondu à toutes les questions, professeur. voilà. Donc, c'est bon, on a répondu à toutes les questions. Oui, normalement, c'est bon. On Alors, vous il y a une remercie, dernière docteur. là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Là, je vois une dernière question. Une échographie normale peut-elle éliminer un fibrome? Bien sûr, si votre échographie elle est normale, il n'y a pas de fibrome. Hein. Fibrome, vous ne pouvez pas le rater à l'échographie. D'accord? Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Merci beaucoup, Ben, bon professeur. courage. Donc, si vous voulez qu'on fasse, je pense que d'après ce que j'ai entendu, vous travaillez sur 3 semaines à la formation TIACOM, non? Sur un mois. Sur un mois. Donc, si vous voulez qu'on fasse, vous avez l'hypertension fait le programme Oui, l'HTA et grossesse, et, oui. et l'hématome rétroplacentaire. Oui. Ben, si vous voulez qu'on fasse ça mardi prochain, on fera ça mardi prochain, l'HTA et l'hématome rétroplacentaire. D'accord, professeur. Oui, ce sera D'accord, moi, super. ça ne me pose pas de problème. Hein, d'accord, donc vous voyez avec Nessima, s'il n'y a pas de souci, moi, ça ne me pose aucun problème. D'accord, professeur. D'accord? En fait, oui. Allez, bon courage. Merci beaucoup, Bon professeur. Au revoir courage, également. Bonne merci. soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, professeur. Allez, merci.